Mireille Révallon, bonjour. Bonjour. C'est un immense plaisir de vous accueillir à Imaginaire, surtout pour les circonstances particulières qui nous rassemblent aujourd'hui, la remise du prix Ayerdal qui va avoir lieu tout à l'heure. Et donc je profite d'être en votre compagnie pour refaire un petit historique, parce que ça fait 36 ans que vous êtes éditrice chez La Talente. Ouais, c'est ça. Ça faisait 30 ans il y a 6 ans, donc on peut s'imaginer que ça fait à peu près ça. Et éditrice à Nantes, et non pas une parisienne comme tout étaient les éditeurs il y a encore ces années-là. Et donc on fait un petit peu d'histoire rapidement. 1979, il y a Pierre Michaud, qui n'est pas du tout du métier, qui monte une librairie à Nantes. Et La Talente. Et en 1989, vous arrivez, vous n'êtes pas du tout du métier non plus, enfin pas de l'édition. Et donc, je veux bien que vous nous racontiez rapidement l'origine du nom, La Talente. Et puis, comment ça se fait que vous êtes arrivé là? Ou ça s'est plutôt bien passé, puisque 36 ans, ça fait quand même une carrière. Oui, peut-être que je sais peut-être pas bien m'en aller non plus, mais bon. Oui, La Talente. La Talente, effectivement, c'est une librairie. D'ailleurs, notre mention légale est toujours Librairie La Talente. Donc, Pierre Michaud, qui ne venait pas du monde du livre, mais qui a créé une librairie de polar et de science-fiction minuscule, une trentaine de mètres carrés dans Nantes. Et moi, quand je le rencontre, il a déjà déménagé de 50 mètres ou 60 mètres dans les locaux actuels de la librairie. Donc rue des Vieilles Douves. Et alors, il vient de commencer à créer, à se dire qu'il va faire de la science, qu'il va faire du roman. Simplement, il a quand même déjà pratiqué quelques livres de cinéma, qui était une passion vraiment en acte à ce moment-là. Et moi, quand je le rencontre, tout simplement, il a envie d'être éditeur. Du coup, quelqu'un arrive en librairie, puisqu'on a maintenu toujours la librairie, elle est toujours ouverte. Et finalement, on va dire que tous les deux, on est disponible. Enfin, c'est l'édition à La Talente, comme dans toutes les toutes petites maisons d'édition. Et je sais qu'il y a ici des éditeurs, soit de longue date, soit nouveaux. Ce salon en est la preuve que ça se renouvelle tout le temps. Effectivement, il faut quand même avoir du temps, pas trop courir après l'argent. Je rejoins Jean-Claude là-dessus. Et nous, pendant 2 ans, effectivement, on ne se pose pas la question de savoir si on se paye, on se pose la question de savoir si on a envie lui, il a des idées de publication, puisque effectivement, il a tout son passé de lecteur de livres de SF. Et il y aura pas mal de choses du club du livre d'anticipation. Monsieur me le rappelait tout à l'heure, dans ce qu'on va publier. Et pour ma part, effectivement, non, je n'ai pas d'idée de ce qu'est l'édition. Je suis vraiment quelqu'un de tout à fait libre à ce moment-là. Je me pose la question de continuer à être prof, parce que moi, en fait, j'ai des études tout à fait classiques, et j'étais prof de philo, mais remplaçante. Donc, je n'étais pas liée à un poste. J'étais en entre-deux à ce moment-là, tout simplement. Et je tombe dedans. Moi, je tombe dans une marmite, en fait, tout simplement, qui est La Talente, voilà, et la SF. Alors, nous publions à l'époque, nous avions la collection, la bibliothèque de l'évasion, qui était qui disait à quel point c'était du roman populaire dont il allait s'agir, mais par contre, pour Pierre Michaud, la question se posait pas on n'était pas pour les genres, on était multigenres, et à partir de là, il y avait de l'aventure, de l'historique, du polar. Oui. Lui, il avait une forte inscription dans le milieu polar en tant que libraire, plus la génération des Puy, des Nynx, Villard, Rénal, voilà, était sa génération. Opel est plus jeune. Oui. Mais par contre, là, tous. Et donc, lui, il les avait reçus en tant que libraire.
bien sûr. Et il n'était pas du tout inscrit dans le milieu de la science-fiction, dans lequel il était plus allé chercher dans ses lectures à lui de jeunesse. Et moi, j'arrive là, je crois que l'édition, ça me saute aux yeux que ça va me convenir. J'ai cette disponibilité et là, moi, par contre, la science-fiction, le milieu de la science-fiction me percute. C'est-à-dire que j'étais lectrice, mais de choses totalement classiques. Par contre, j'étais ignorante de ce qui s'écrivait actuellement. Et là, effectivement, là, ça a été un boulevard d'opportunités parce que j'avais de la place pour j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Évidemment, ça se passe, du coup, comme on est provinciaux, ça se passe quand même à Paris. Parce que moi, ma rencontre avec le milieu de la SF, c'est grâce à une dame décédée de longue date, Annick Béguin, qui avait une librairie à Paris, Cosmos 2000. Et quand Pierre Bordage a le prix Cosmos 2000, donc pour les guerriers, donc les guerriers 93, je dirais que il a le prix dans l'année ou l'année qui suit. Et c'est en allant avec Pierre Bordage à la librairie d'Annick Béguin pour la remise de ce prix que je rencontre. Alors la librairie était petite, comme la Talente est petite, donc sur le trottoir, les discussions, et c'est là que je rencontre Roland Wagner. Je ne pense pas que Yal y était, mais lui, il était aussi provincial. Donc voilà. Par contre, je rencontre les quelques Parisiens de la science-fiction à ce moment-là, parce qu'Annick était une femme extrêmement respectée. Et c'est mon entrée dans ce milieu, moi qui n'en étais pas, Pierre Bordage qui n'en était pas. Et nous rentrons ensemble dans cette communauté. Et mon guide a longtemps été Roland Wagner, lui qui était à Paris et qui me tenait au courant de ce qui se passait. Et puis il m'a vraiment guidée. Ça a créé un lien fort en plus. Ah oui. Donc voilà, et après, c'est que des questions de comprendre ce que c'est que d'accompagner des auteurs. Enfin, je veux dire, ça, c'est... voilà. Donc, 36 ans, 1200 livres édités, c'est ce qui fait plus d'une trentaine par an. En 2000, la première édition des Utopiales, qui est directement sous la responsabilité de Mme Sabine. Du beau monde, quand même, Bordage, effectivement, on l'a dit. Pratchett, John Crowley, Catherine Dufour, Duniac, Serge Lehmann, Jean-Marc Ligny, Roland Wagner. Et puis des choix sur décider de l'importance de l'illustration, ce qui n'était pas une habitude des éditeurs. Oui, ça c'est du fait de Pierre Michaud avait compris ça. Il aimait l'objet. Lui, en fait, il avait réellement une vraie appétence, compétence qu'il a gardée sur le rapport au texte, mais ce qui vraiment lui donnait le plus de plaisir, c'était l'idée de faire des maquettes et de faire des objets. Et il avait effectivement, je pense, mais parce qu'être en SF, c'est être encore un enfant qui continue à exister. Lui, il avait l'envie de l'illustration. Je pense qu'il l'avait compris, il en avait envie. Et du coup, ça participait en fait de son idée de tenter d'apporter quelque chose. C'était aussi de tenter d'apporter, de faire travailler ces illustrateurs. Et ça a été, je peux dire, un moteur énorme. Et puis les matières, le papier des couvertures, qui est après, vraiment... c'est comme Rivage Noir, quoi. On sait que c'est un La Talente. La Balkis, à l'époque, nous-mêmes, on y était très attachés. Bon, après, les choses évoluent et on a pu la Balkis. Mais bon. Donc avant notre rencontre, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Mireille, on se connaît depuis une quinzaine d'années, puisque au premier imaginaire... avec Roland Wagner et Philippe Cazat, tu étais venu. Oui, c'était... Dans la tour Saint-Aubin. Voilà, c'était très joli aussi. C'était à peu près de cette taille-là. C'était un beau bâtiment, très différent, mais c'est un très beau bâtiment. Ouais. Et puis on s'est rencontrés à nouveau, puisque je faisais partie du jury qui a choisi Rêve de gloire de Roland Wagner aux Utopiales, où ça a été un grand moment de joie pour tout le monde.
Et alors, dans la littérature qu'on trouve sur le net, j'ai trouvé des petites choses. Alors là, on va rentrer un peu plus dans l'histoire de Mireille Rivalan. J'ai trouvé des petites choses et je veux bien que vous nous expliquiez. Alors, il y a un truc qui m'a énormément marqué. Alors, c'est peut-être complètement faux, parce que c'est sur le net. Donc, voilà. Le roman Les Dépossédés d'Ursula Le Guin t'aurait sauvé la vie plusieurs fois. Ah oui, alors lui plusieurs fois, oui, parce que je l'ai lu plusieurs fois. De toute façon, c'est la science-fiction tout court, mais effectivement, Ursula K. Le Guin, pour moi, alors, on a assez dit que nous étions un peuple et qu'il n'y avait personne en haut, tout à l'heure à propos d'Heyerdahl. Mais c'est une écrivaine qui m'a... Elle m'a ouvert vraiment tellement d'horizons en même temps. Et quand je dis sauver la vie, oui, parce que moi, la SF me sauve la vie un peu tous les jours, me permet de vivre tous les jours. Mais par contre, effectivement, il y a des moments cruciaux où tout d'un coup, on se dit, mais de toute façon, je ne serai pas la seule qu'une lecture sauve, parce que tout d'un coup, on ouvre le bon livre au bon moment. Je pense que ça, quand même, les livres ont cette capacité d'être des révélateurs au sens photographique du terme. C'est-à-dire que personne n'est un génie, tant pis pour ceux qui pensent qu'ils le sont. Je veux dire, par contre, on n'a pas tous les mêmes moyens d'exprimer des choses. Et c'est pour ça que l'art, ou la découverte scientifique, d'ailleurs, tout ça, merci, parce qu'on avance grâce à ces gens-là. Et c'est la question de la générosité de celui ou de celle qui crée, elle est plus ou moins consciente, mais elle est en acte. C'est-à-dire qu'on s'en fiche des gens qui vont lire ou qui vont regarder. On peut ne pas s'en fiche, on sera quelqu'un de plus aimable. Mais le fondamental, c'est pas l'amabilité, c'est on a laissé une trace dont les autres peuvent s'emparer. Et bien sûr que là, il y a des effets de révélation. Et là, c'est un mot exact. Et pour moi, Ursula Le Guin, elle déploie. Et quand je la rencontre, moi, je dois avoir entre 25 et 30 ans. Donc, c'est tardif au regard de ce qu'on peut être comme lecteur de SF. Et là, je m'aperçois que, oui, effectivement, de la philo à la SF, j'ai trouvé mon endroit où je vais pouvoir être active, là où je pense qu'il y a du sens. Et j'ai adoré être prof de philo et j'aurais pu passer des examens qui auraient pérennisé ça. Ça, c'était quand même aussi un endroit pas mal. Mais par contre, là, avec la SF, ça couvrait absolument l'entier panel de là où je pouvais ne jamais me sentir abandonnée. Parce que je crois qu'effectivement, on a dans la vie des sales moments. Et moi, Ursula K. Le Guin et tous les auteurs que j'ai pu accompagner dans la publication, chacun et chacune leur tour m'ont permis de passer les caps de la vie, de savoir pourquoi je pouvais continuer aussi ce métier. Et ça, la science-fiction est quand même très très forte sur le sujet parce qu'elle donne tellement de clés pour vivre ce monde qui bouge, ce monde qui évolue, qui peut donner l'impression d'aller dans des impasses. Et la SF dit tout le temps qu'on va pouvoir... c'est vraiment une littérature de l'espoir. Je veux dire, ça pour moi, ce n'est pas autrement. C'est tout le temps un espoir de pouvoir continuer ou de pouvoir terminer. Je trouve justement que c'est au-delà de tous les a priori. Donc voilà, c'est une raison réelle et renouvelée. Ce sont des mots qui reviennent souvent chez La Talente et chez Mireille Rivalan. L'espoir, effectivement, l'utopie, de véhiculer des idées. Et un terme qui nous touche fréquemment, qui nous touche beaucoup à Imaginaire, c'est l'importance particulière de maisons d'édition, c'est d'être des passeurs. Et ça aussi, passer
Passer le message, passer une vision utopiste du monde, passer de l'espoir, c'est aussi très important. Alors, bon, ça, c'est un peu inclus dans le métier d'éditeur, puisqu'on permet que des traces restent. Je pense qu'un galériste a les mêmes fonctions, plus qu'un musée, d'ailleurs, même si c'est... voilà, parce que c'est des fonctions différentes. Enfin, on est sur ce qui se crée en ce moment même. Et les bibliothèques et les musées sont des endroits qui, par contre... nous accompagne, mais un pas derrière. Hein. Nous, on est devant et comme le petit cheval dans le mauvais temps, on prend la tempête ou on hume l'air du temps. Et je pense qu'en ce sens, oui, on passe, mais voyez, comme ça. Enfin, on passe parce qu'on publie des livres et qu'ils vont arriver chez vos libraires et chez nos libraires et que des gens vont venir les chercher, c'est une sorte de passation extrêmement immédiate. Après, la question des idées, ce sont les idées des auteurs. Hein. Nous, de ce point de vue-là, l'éditeur, effectivement, n'est pas transparent, puisqu'il y a une intention. Mais par contre... une transmission oui, mais ce sont les auteurs qui sont les vrais initiateurs de tout ça. Je pense qu'après, il y a plusieurs façons de faire ce métier. Il y a plusieurs endroits où le faire. Alors évidemment, la petite maison d'édition, elle est privilégiée parce que vous pouvez être dans une plus grosse maison et parce que c'est aussi un métier comme les autres. Hein. Ce n'est pas non plus un métier qui ne demande pas de génie non plus, qui demande juste de l'investissement, le désir. Enfin, ce sont mais c'est comme écrire de ce point de vue-là. Enfin, tout ce qui peut paraître valorisé et merveilleux du point de vue de l'extérieur part d'une simple chose, un désir de faire. Un désir d'écrire, un désir de décider qu'un texte vaut la peine. Et je crois que c'est ça qui est à l'origine. Et après, bon, il faut un peu d'endurance, soit. Voilà, le sens du labeur n'est pas étranger à une forme de réussite, dirons-nous. Mais par contre, d'abord, c'est le désir et c'est oser. Et ça, je pense que vous pouvez oser n'importe où dans le monde de l'édition. Mais vous pouvez aussi avoir des garde-fous. Et c'est clair que quand on est dans une petite maison, tout ce qu'on fait se voit. Voilà. Je pense que dans une grande maison, on est responsable de sa collection. Mais bon, s'il y a un truc qui ne va pas ou un truc qu'on ne peut pas faire, on peut toujours dire j'ai un N+1. Bon, dans une toute petite maison comme la nôtre, les N+1 sont... Enfin, voilà, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, au sens où il y a le poids de l'histoire, il y a tout ça qui fait qu'on a plus ou moins de validité au regard de certains camarades. Mais par contre, là, il faut aimer être exposé. Hein, voilà. Et ça, pareil, on ne sait pas pourquoi on le supporte. Parce que je pense que plein de gens peuvent publier des livres à partir d'un moment. Pourquoi est-ce qu'on continue? Et c'est la question de la durée. Voilà. Et là, la durée, faut croire que soit on aime bien le devant de la scène, soit le devant de la photo, soit l'exposition, soit prendre les intempéries. Enfin, il y a des choses qu'on découvre en faisant. Hein. Donc ça, c'est effectivement... donc voilà, passeur, c'est sympa, mais finalement, c'est peut-être... c'est le résultat. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'on vit, en fait, au moment où on le vit. Hein. Alors Mireille, je vais vous dire un truc. Alors, sachez que lorsque votre nom a été proposé aux sociétaires imaginaires pour le prix Ailleurs d'Al, le vote pour vous s'est fait à l'unanimité. Donc, je vous remercie d'être présente. Et je remercie les membres de ce comité. Et donc, je vais laisser notre président bien-aimé remettre le prix. Il faut juste qu'on le trouve. Bon, on va y arriver, vous allez voir. Merci encore, Mireille. Merci.